Face au nombre important de victimes causées par les éclats d'obus, une attention particulière est accordée à la protection des soldats pendant la Première Guerre mondiale. De nombreux pays expérimentent alors avec différentes formes d'armure corporelle. Les développeurs travaillent non seulement sur le design, mais aussi sur les mélanges métalliques en essayant d'équilibrer poids et protection. Au travers d'une première vidéo, on s'est intéressé aux différents modèles de casques de la Première Guerre mondiale, et vous avez été très nombreux à avoir demandé une nouvelle vidéo. La voilà. Bien évidemment, Entrainlis est de nouveau là pour nous accompagner dans cette vidéo. Et encore une fois, il n'est pas prêt. Hein? Ah si, je suis prêt, tiens, regarde, hop, voilà. Ah. Oui, même que aujourd'hui on parlait... Des armures. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. L'immobilité de la guerre des tranchées qui caractérise le front de l'Ouest conduit à la recherche de nouveaux dispositifs permettant à la fois de protéger efficacement les soldats des tirs ennemis tout en les aidant à se déplacer vers les lignes adverses. De nombreuses innovations voient alors le jour, comme ce mur défensif mobile russe. Capturé et pris en photo par les Allemands en 1914, ce dispositif prévoyait un blindage suffisamment important pour protéger 6 hommes en ligne tirant à genoux. Pour ceux qui ne lisent pas l'allemand, la légende de la photo nous indique qu'il s'agirait d'embrasures russes capturées qui sont mobiles et peuvent être déplacées et changer d'emplacement. Ce dispositif devait permettre aux hommes d'avancer en formation et de gagner du terrain tout en étant protégés des balles ennemies. Il s'agit bien là d'un des premiers murs défensifs mobiles de l'histoire. Ah, tu crois? Non, parce que les murs de défense mobile, ça ne date pas d'hier, hein. C'est même assez vieux finalement. Les légionnaires romains, par exemple, avec la formation Testudo, que vous connaissez sous le nom de formation tortue, se servaient de leur grand scuta pour former une sorte de mur défensif permettant d'approcher des places fortes ennemies. Oui ok, mais bon, du coup c'est pas vraiment un mur mobile. Bon oui, c'est vrai. Mais ces mêmes Romains, ils utilisaient ce qu'on appelle des vinea. C'est une structure mobile qui ressemblait, bon certes plus à une maison sur roue qu'à un mur mobile, ça je te l'accorde, mais on est déjà très clairement dans l'idée d'un mur mobile protégeant des tirs ennemis planqués dans leur place forte. Ces vinea servaient à protéger les hommes qui défonçaient la porte à coups de bélier ou sapaient les fondations des murailles ennemies. Oui ok Benji, mais bon, c'est pas vraiment un mur mobile du coup. Oui bon, pour être un peu plus proche de ce que tu veux décrire, on peut parler de ces fameuses barricades japonaises qui sont apparues lorsque l'arquebuse est devenue une arme courante sur les champs de bataille durant l'ère Sengoku. En effet, une arme à feu, ça fait mal. Et un simple pavois, parce que oui, il y en avait au Japon et ça s'appelait même des tate, ce qui veut dire bouclier, ne protège malheureusement pas assez bien d'un tir. Les Japonais ont donc complété leur bouclier traditionnel en bois avec des bottes de paille mouillées, permettant de ralentir les balles des arquebuses comme vous pouvez le voir sur cette illustration, tout en protégeant toujours des tirs de projectiles plus primitifs. Mais après, avec la présence toujours plus importante des armes à feu, elles ont été complètement remplacées par des barricades constituées de rouleaux de bambou posés sur une structure en bois. Oui enfin, peut-être qu'à cette époque ça permettait d'arrêter quelques tirs, mais entre les armes de l'ère Sengoku et de la Grande Guerre, il y a clairement une différence de puissance. Ce qui explique pourquoi les murs comme ce dispositif russe devaient se constituer de tôles d'acier plutôt lourdes. Le poids de ces engins les rend d'ailleurs difficiles à déplacer et à transporter sur un terrain de moins en moins favorable, et ce malgré l'emploi de chevaux pour les tirer. Et puis il faut surtout rappeler que durant la Grande Guerre, l'artillerie fait plus de morts que l'arme à feu. Je vous laisse imaginer les dégâts si un obus éclatait au-dessus ou derrière les hommes utilisant ce type de défense. En fait, ces dispositifs seront rapidement abandonnés en raison de l'utilisation de plus en plus importante de l'artillerie et de l'arrivée de la guerre des tranchées. Le colonel français Jean-Baptiste Eugène Estienne envisage lui dès le mois d'août 1914 l'utilisation de véhicules tout-terrain armés. Oui, il réfléchit déjà aux chars. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il sera surnommé le père des chars. Mais c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Vers le début du conflit, il aurait dit que la victoire appartiendra dans cette guerre à celui des deux belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur un véhicule capable de se mouvoir en tout terrain. Bon, pour de tels engins, il va encore falloir attendre un peu. Cela n'empêche que le général Estienne imaginait un bouclier mobile individuel, permettant aux soldats de se déplacer dans le no man's land tout en étant protégés des tirs ennemis. Pardon. Bon, d'accord, il s'agit tout simplement de plaques blindées équipées de roues, permettant à un utilisateur de s'y glisser par l'arrière et de le pousser vers l'ennemi avec comme moteur ses jambes. Cet engin devait permettre aux soldats de ramper vers les lignes ennemies tout en coupant les barbelés avec une pince ou en tirant avec un fusil sortant d'une petite fente à l'avant. Comme on peut le voir, l'utilisateur est protégé par le haut et sur les côtés. Mais encore une fois, c'est le genre d'invention qui s'avère trop lourde et encombrante pour être d'une quelconque utilité dans l'étendue boueuse entre les tranchées. Et puis, on ne va pas se le cacher, les champs de bataille auraient ressemblé à ça. Non, pardon, je me reprends, c'est bon. Allez, c'est bon, comme les murs défensifs mobiles, c'est à la poubelle. Tiens, c'est marrant que tu joues avec ça, Benji, car des boucliers portatifs trouvent aussi leur chemin sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Oui, bah justement, c'est ce que je me disais. Je repensais justement aux Japonais qui utilisaient le Te-date.
qui est en fait un simple petit bouclier en métal servant à protéger le porteur d'un tir de fusil ou pistolet. Mais certains en Europe ont voulu aller plus loin en confectionnant un bouclier qui pouvait à la fois protéger le porteur des tirs et en plus lui permettre de tirer avec. C'est notamment le cas de ce curieux bouclier combiné à un fusil à mèche qui a été retrouvé dans les inventaires des armes de Henri VIII de 1547. On en retrouve actuellement 16 dans les galeries du Victoria and Albert Museum, et ce serait une idée du peintre maestro Giovanni Battista, qui aurait partagé son idée de bouclier rond avec un fusil à l'intérieur à la cour d'Henri VIII. On a d'autres vestiges de ces fameux boucliers qui ont été retrouvés sur l'épave du Mary Rose, un navire militaire britannique datant de la même époque. Tous les boucliers, qui d'ailleurs semblaient n'avoir jamais été utilisés, étaient faits de fines bandes de bois collées et empilées les unes sur les autres, et le tout recouvert d'une fine bande de fer ou d'acier. Problème, ça pesait un âne mort cette histoire. Et bien que c'était certainement assez solide pour arrêter une balle, c'était beaucoup trop lourd pour être utilisé en combat. Ce type de bouclier n'est donc resté qu'à l'état expérimental. Eh bien Benji, figure-toi que c'est un peu la même histoire avec les boucliers de la Grande Guerre. Au cours de la première année du conflit, les combattants cherchent à introduire des boucliers d'infanterie à titre d'expérimentation, comme ils l'ont fait avec d'autres équipements de protection. Si on prend le bouclier français Dègre ou le bouclier japonais Shiba par exemple, ce ne sont que des versions modernes de boucliers que l'on retrouve à travers l'histoire. Ils sont d'ailleurs portés de la même manière par les soldats. Le bouclier Dègre, produit à plus de 65 000 exemplaires, a la forme d'un rectangle au coin arrondi, dont un coin supérieur spécialement conçu pour former un support à l'arme du soldat. Pour faciliter sa manipulation, des sangles de bras sont fournis et des boucles permettent au soldat de le porter comme une cuirasse. Même si ces boucliers portatifs présentent certains avantages, leur utilisation est limitée en raison de leurs caractéristiques physiques. Le poids total du bouclier Dègre pose un problème évident. Non, vous ne l'avez pas ? Eh bien, essayez-vous de porter ce machin avec un bras tout en tirant avec une arme de l'autre. Je peux vous garantir que sur une longue période de combat, vous allez ressentir quelques crampes. On tente alors de combiner l'usage de ces boucliers avec des grenades ou des armes mêlées pour les troupes à l'assaut d'une tranchée adverse. Mais rien n'y fait, ces boucliers seront très vite abandonnés. L'un des premiers à comprendre la nécessité d'une meilleure protection pour les soldats est le général Adrian. Oui, vous le connaissez déjà, rappelez-vous, les casques. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est aussi intéressé aux armures corporelles. Dès les premiers mois de la guerre, Adrian conclut que les blessures les plus fatales se situeraient dans deux zones du corps, la tête et l'intestin. En conséquence, il se met à développer une simple armure de plaques légères qui protège le bas de l'abdomen. Je vous présente la plaque abdominale Adrian. Bien que 100 000 exemplaires soient fabriqués, il se révèle impopulaire auprès des troupes et ne semble pas avoir été utilisé en grand nombre. Et pourtant, du point de vue théorique, la plaque abdominale mérite de l'attention, car une série de tests effectués en 1917 aurait démontré sa valeur balistique. De toutes les nations ayant participé à la Grande Guerre, les Britanniques ont sans doute été les plus persévérants dans la conception d'armures légères. Avec plus de 18 modèles d'armures corporelles produits au cours du conflit, les ingénieurs britanniques se basent sur deux différentes philosophies d'armure. Les armures à base de soie et autres fibres, tissées ou rembourrées, conçues pour absorber les projectiles ennemis, comme par exemple... Le Chemical Body Shield. Oui, le Chemical Body Shield. D'ailleurs, c'est peut-être l'exemple le plus populaire de cette première philosophie. Mais bon, il n'a été utilisé qu'en nombre limité par les troupes britanniques. Et pourtant, les armures en tissu, ça date pas d'hier non plus. En effet, quasiment toutes les civilisations du monde ont utilisé des armures en tissu. Une des plus anciennes, mais aussi des plus connues, est le fameux linothorax utilisé par les hoplites grecs. Ces armures, utilisées dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, sont diablement stylées. Elles sont composées de 15 voire 30 couches de lin en fonction des sources, et elles sont parfois renforcées par des pièces de bronze. C'est en quelque sorte l'ancêtre du Jacques si on veut faire des gros raccourcis. L'ancêtre de Jacques ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, le Jacques, ou la Jacques d'ailleurs, en fonction des auteurs. La Jacques, c'est une protection matelassée, une sorte de veste rembourrée si vous voulez, qui se portait seule sous une armure. Après, c'est un peu compliqué, parce que sous une armure, on pouvait appeler ça aussi quota armé ou gambison. Donc c'est plus ou moins les mêmes choses, mais ça n'a pas les mêmes utilisations, bref, c'est un peu compliqué. Il y en avait de tout type, en lin, en soie, en cuir, avec un rembourrage en coton, ou en crin de cheval, ou en poil d'autres animaux. Bon, bien sûr, ça a une qualité variable, mais des Jacques de bonne qualité pouvaient protéger d'un coup d'épée ou d'un tir de flèche. Bon, évidemment, c'est pas aussi efficace qu'une vraie armure complète en acier ou une cotte de maille, mais voilà, si on l'utilisait, c'était pas pour rien non plus. Mais du coup, pour améliorer son efficacité, comme je te l'ai dit plus tôt, on pouvait fixer via des lanières des plaques d'armure en métal pour mieux dévier les coups et les projectiles. Un peu dans l'idée des fameuses armures de la Première Guerre mondiale, j'imagine. Exactement. D'ailleurs, la deuxième philosophie d'armure que l'on applique à la Grande Guerre est justement celle des armures rigides, conçues dans le but de dévier les projectiles. De conception rigide, le Dayfield Body Shield est l'une des armures officielles les plus répandues utilisées par les Britanniques. Il s'agit en fait d'une veste en toile avec des plaques métalliques superposées, pouvant être portées sous l'uniforme du soldat. L'armure est lourde et encombrante, et permet d'arrêter la plupart des tirs ennemis. Non, en vérité, elle survit face à l'impact de la plupart des balles usées de faible vitesse, mais tout ce qui est plus puissant que ça, nada.
Le travail d'un Américain en particulier mérite aussi d'être mentionné dans cette vidéo, Bashford Dean. D'ailleurs, son livre de 1920 est l'une des sources principales de cette vidéo. Durant le conflit, Dean contribue énormément au programme de développement de protection des troupes américaines. Il s'applique à compiler une énorme quantité de données sur le nombre de pertes survenues pendant la guerre. En combinant cela avec sa connaissance des armures médiévales, qui date un petit peu maintenant, hein. Nos connaissances en matière d'armure ont quand même largement évolué depuis plus d'un siècle. C'est vrai, et tu fais bien de le souligner. Bashford Dean combine toutes ses connaissances et développe de nombreux prototypes d'armures. En fait, il faut savoir que l'utilisation des armures corporelles n'a jamais été recommandée comme faisant partie intégrante de l'équipement du soldat. Les différentes armures produites pendant le conflit n'ont été utilisées qu'en petit nombre, et ont principalement été utilisées par les troupes de reconnaissance, les sentinelles, ou lors de tâches spécifiques comme la coupe de fil barbelé. Alors que les Britanniques déploient des armures en nombre relativement limité, les Allemands eux se concentrent énormément sur la production d'armures lourdes comme le célèbre Sappenpanzer. À titre comparatif, alors que le Dayfield Body Shield a été produit à plus de 20 000 exemplaires, le Sappenpanzer allemand dépasse la barre des 500 000. Surnommé le Lobster Arm par les Britanniques, cette armure se compose d'une plaque métallique s'accrochant aux épaules du porteur, ainsi que 3 plaques abdominales accrochées entre elles grâce à des sangles rivetées à la cuirasse. Pour empêcher les plaques de s'entrechoquer, des coussinets de feutre sont insérés entre elles et cousus au support des sangles. Petit détail intéressant, le bord supérieur de l'armure est enroulé vers l'extérieur, de manière à protéger la gorge du soldat. D'après des expériences réalisées par les Américains à la fin du conflit, cette armure offrirait une assez bonne protection face aux éclats d'obus, et serait capable d'arrêter certains tirs de faible puissance. Et puis, on dirait qu'elle n'interfère pas trop dans les mouvements du porteur. Peut-être, mais il y a quand même un gros problème. Ah, lequel? Eh ben, il est très difficile, voire impossible, d'épauler une arme tout en portant cette armure. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on décide de les fournir aux équipes de mitrailleuses. Étant des troupes en position statique, ils peuvent se permettre de porter cet ensemble lourd sans risquer de s'épuiser à la moindre manœuvre. Même Eric Ludendorff précise que l'armure n'est généralement pas destinée aux opérations, mais elle s'avérera précieuse pour les sentinelles, les postes d'écoute, les soldats défendant les cratères d'obus, les équipes de mitrailleuses. Et c'est ainsi que cette armure sera de plus en plus utilisée par les Allemands vers la fin du conflit. Bashford Dean n'est pas le seul américain à avoir travaillé sur les armures corporelles. Le Dr Guy Otis Brewster par exemple met au point une armure lourde plutôt insolite. Je vous présente le Brewster Body Shield. Disposant de protections oculaires réglables, cette armure est conçue en forme de V pour dévier et détourner les balles ennemies. L'armure très lourde peut être portée sans trop d'inconfort, grâce à un ingénieux cadre à ressort et de bandes passant sur les épaules du porteur. Ferme dans sa foi, en avril 1917, le Dr Brewster insiste à démontrer l'efficacité de son armure en le portant lui-même face à une mitrailleuse Louis Mark I. Alors non, rassurez-vous, il n'est pas mort pendant cette expérience. Bien au contraire, le cadre à ressort a permis une certaine répartition du choc de la balle en collision. Brewster ira même jusqu'à déclarer que ce n'est qu'environ un dixième du choc qu'il a subi lorsqu'il a été frappé par un marteau. Tout ça c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier que l'armure pèse plus de 18 kg, et ce sans compter l'équipement et l'arme du soldat. La majeure partie du poids se concentre sur le dos et les épaules du porteur, contrairement aux armures complètes du Moyen-Âge qui se répartissaient sur tout le corps. Ah oui d'ailleurs, c'est bien que tu en parles. Désolé, je fais ma petite parenthèse. Parce que les harnois et armures de plate complètes médiévales, bien que c'était pas léger, car elles pouvaient atteindre la trentaine de kilogrammes, on pouvait totalement se déplacer avec, sinon ça n'aurait aucun intérêt de les porter à la guerre, parce que bon, le principe quand on se bastonne, c'est quand même pouvoir bouger un minimum. En fait, ce sont les armures de joute qui ont pas mal participé à ce cliché. De par leur poids plus important, car les protections étaient encore plus renforcées qu'une armure de guerre, et la conception qui était un petit peu différente. En effet, au XVe siècle, on trouve des armures de joute avec le casque et la cuirasse qui ont été solidarisées pour garantir un maximum de sécurité aux jouteurs. Il y avait d'ailleurs des écuyers qui étaient là pour les aider dans presque tous leurs mouvements, comme monter à cheval, prendre leur équipement ou simplement sortir de la liste une fois la joute finie. Et ces modèles étaient exclusivement des modèles faits pour la joute, parce que du coup le cavalier perd la quasi-totalité de son autonomie de mouvement, parce qu'il est littéralement dans une boîte de conserve. Et du coup, c'est en partie pour ça qu'on a cette idée reçue qui se balade parmi plein d'autres clichés sur le monde médiéval. Mais pardon, je te laisse reprendre. On note ce même problème de poids et de mobilité chez le Brewster Body Shield. Très rapidement jugé inefficace, il ne sera jamais utilisé sur le champ de bataille. Les Italiens et les Austro-Hongrois créent des armures polyvalentes plutôt ingénieuses pendant la Première Guerre mondiale. Dès le début de la guerre, l'état-major italien manifeste un grand intérêt pour le développement des armures d'assaut. L'armure corporelle en saldo, fabriquée par la Società Anonima Italiana, est peut-être le meilleur exemple de ces armures. Il peut être porté pour protéger le torse en position debout ou déployé comme bouclier protecteur. Lorsque déployé en tant que bouclier, le soldat vise avec son arme à travers une fente pouvant se refermer par un dispositif rotatif. Remarquez que lorsque l'armure est utilisée en tant que bouclier, deux supports peuvent se déployer afin à ce qu'ils se tiennent debout devant le soldat. Ah bah tiens, on dirait totalement l'idée d'un pavois pour les arbalétriers.
Bien que ce soit plutôt un bouclier qu'une armure comme ce dont tu parles, les pavois étaient aussi utilisés comme une sorte de mur mobile personnel. Les arbalétriers du Moyen-Âge les utilisaient sur les champs de bataille en les plantant dans le sol et se planquaient derrière pour recharger leurs arbalètes. Parce que bon, en général ça prenait quand même une bonne minute quand on savait faire, et ce laps de temps pouvait être fatal au milieu d'un champ de bataille. Le problème, Benji, c'est que je doute que le pavois soit aussi lourd que l'armure en saldo. Pesant près de 9 kg, elle limite considérablement les mouvements et est alors utilisée en tant que protection semi-mobile par les tireurs d'élite. Ah oui d'accord. Et les Austro-Hongrois du coup? Les Austro-Hongrois développent une conception similaire avec des surfaces inclinées conçues pour dévier les balles. Cette armure offre alors une variété de positions de tir tout en protégeant son utilisateur. Très rapidement, le front de l'Ouest s'immobilise. Ces petits dispositifs intéressent alors beaucoup les différents combattants, et une grande variété de boucliers fixes apparaissent les unes après les autres. Lors d'opérations statiques comme la coupe de fil barbelé ou l'établissement d'une nouvelle tranchée, il est nécessaire de protéger les soldats des tirs ennemis. Par conséquent, ces boucliers s'avèrent être très utiles pour ces courts intervalles de temps. Plusieurs types de boucliers fixes sont utilisés par les Allemands. On peut parler de ce type de bouclier par exemple. Pesant plus de 22 kg et pourvu de joues articulées le permettant de se maintenir debout, ce bouclier dispose d'une petite fente de tir à l'avant. Mais bon, le problème avec tous ces boucliers statiques, c'est qu'ils sont facilement repérables en raison de leur forme rectangulaire. On tente alors de décorer les tranchées avec une pléthore de textures, de couleurs et de formes, en utilisant un désordre de fils, des sacs de sable multicolores, des gravats et des tôles ondulées. Progressivement apparaissent des munitions pénétrantes spécialement conçues pour vaincre ces boucliers. Du coup, on se met à placer deux boucliers l'un devant l'autre et à en produire des plus épais. Bref, vous l'aurez bien compris, au fur et à mesure du conflit, les deux camps apprennent à utiliser à vaincre ces boucliers. Et ces efforts rendent leur utilisation encore plus difficile. Les boucliers deviendront alors de plus en plus rares au cours du conflit. Tu sais quoi Benji? Je crois que l'on arrive à la fin de notre vidéo. Alors que peut-on dire des armures corporelles de la Grande Guerre? Et bah, bien que ça offrait une protection assez significative, c'était quand même vachement coûteux, c'était lourd et ça ralentissait gravement les mouvements des soldats, notamment dans les tranchées. Une des raisons qui explique pourquoi elles sont surtout portées par des soldats stationnaires, comme les sentinelles ou les équipes de mitrailleuses. Mais du coup, les armures de la Grande Guerre ne sont jamais réellement arrivées à arrêter des impacts de balles directes. Mais elles ont quand même réussi à prévenir de nombreuses blessures, et comme les casques, elles sont créditées pour avoir sauvé des vies. Je vous rappelle que les dossiers médicaux de la Première Guerre mondiale indiquent que plus de la moitié des blessures étaient dues à des éclats d'obus, et non aux balles. L'aspect le plus intéressant des armures de la Grande Guerre est peut-être l'échelle à laquelle elles ont été émises. Des centaines de milliers d'armures corporelles ont été produites tout au long du conflit. Ah quand même! Et oui, certaines unités se sont beaucoup intéressées aux différentes pièces d'armure corporelle, et n'ont pas hésité à en porter lors d'opérations spéciales, comme la coupe de fil barbelé, préparant ainsi le terrain pour les futurs assauts sur les tranchées adverses. Ouais, comme les bataillons de la mort italiens. Oui, exactement, comme les bataillons de la mort italiens. Mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, et on va s'arrêter ici. Et alors? Alors quoi? Ah, vous allez la faire la vidéo sur les bataillons de la mort ou pas? Ah, ça on verra bien avec le nombre de pouces bleus et de commentaires. Ah ok. Par là. Pas plutôt là? Ouais.